Ok, c'est presque 11 heures. Je vois que vous êtes plusieurs à être présents. Est-ce que tout le monde voit les diapos là? Ok, merci. Ouais, ok, moi je vois le texte. Moi j'ai réglé mes problèmes de micro depuis lundi. Donc bon, j'espère que ça va continuer à marcher. Bon, tout le monde est là, globalement. Ouais. Ok, bon, moi je vais reprendre sur le CM1, là où on était. On s'était arrêté lundi. Donc, je retrouve mon dossier, mon fichier. Ok. Donc, on avait vu les systèmes de production et de purification de particules virales, de virus. Et ça, c'est quelque chose qui était essentiel pour, par exemple, l'analyse structurale des particules virales. Donc, on fait une étape de production, de purification. Cela nous donne des virions, des particules virales purifiées, et c'est ça que l'on peut analyser ou visualiser en microscopie électronique ou par d'autres approches. Donc, je réponds juste. Donc, oui, j'enregistre le cours. L'enregistrement, c'est déjà lancé, pas sur Zoom, mais par mon autre, par Flashback Recorder, parce que la taille du fichier enregistré est plus petit, puis j'arrive à l'éditer un peu mieux. Ok, donc les autres, le fichier de premier cours, j'ai pas encore regardé. Je peux vérifier si par exemple le son est correct. Je ferai ça probablement avant la fin de la semaine, sinon avant lundi, en tout cas la semaine prochaine. Ok, donc oui. Ça veut dire quoi ça? Un groupe, pour moi, un groupe TD c'est 36, un groupe TP c'est 18. Vous, votre groupe c'est quoi? Ah, les binômes, c'est 2. Oui. Il y a eu des questions sur est-ce qu'on peut avoir un binôme en dehors de son groupe TD. Donc, il faut que ce soit dans le même groupe composite, si vous voyez ce que je veux dire. Mais évidemment, si vous êtes dans le groupe 601D ou 601B et il y a un nombre impair de personnes 601B dans l'UE de virologie, il faut trouver un binôme en dehors de votre 601B, mais dans le même groupe composite de TD. Mais les topos sont à faire par binôme. Sauf en cas de nombre impair d'étudiants. Auquel cas, bon, bah, contactez-moi par email, s'il vous plaît. Donc, si on est OK, est-ce qu'il y a d'autres questions un peu de ce style-là? Non, OK. Bon, on va reprendre pour le cours. Donc, une chose qu'il est extrêmement utile de faire en virologie, comme dans n'importe quelle branche de la microbiologie, c'est de détecter, identifier et quantifier les virus que l'on peut avoir dans un échantillon quelconque. Donc, ça peut être un échantillon expérimental lorsqu'on va cultiver les virus dans le laboratoire, ou ça peut être un échantillon environnemental ou clinique. Donc, on voudrait savoir s'il y a un virus dedans et si c'est l'affirmatif, oui, quelle est l'identité du virus et combien il y en a dans l'échantillon. Et globalement, on a 3 approches expérimentales pour détecter, identifier et quantifier les virus. Les approches basées sur la culture cellulaire. Donc, on va détecter les effets d'une infection virale sur des cellules.
Il y a des approches d'immunochimie, auquel cas on va détecter la présence de protéines virales ou de quantifier la présence ou de mesurer la quantité de protéines virales dans un échantillon avec des anticorps qui sont spécifiques telle ou telle protéine virale. Et la troisième catégorie, ce sont des approches par biologie moléculaire où on va détecter la présence des acides nucléiques viraux dans un échantillon. Principalement par PCR, mais ce n'est pas la seule technique, comment on verra. Donc, pour les techniques basées sur la culture cellulaire, la première chose que l'on peut faire avec un échantillon, c'est d'abord de le filtrer pour éliminer des bactéries, des moisissures, inoculer notre échantillon sur des cellules permissives, c'est-à-dire des cellules qui sont capables de supporter la réplication de tout un tas de virus. On va cultiver nos cellules pendant plusieurs jours. On va les regarder au microscope pour détecter un effet cytopathogène, un ECP. Et si on voit l'apparition d'un ECP, on peut dire, voilà, là j'ai un virus parce que certains virus donnent des ECP spécifiques. Donc un ECP, ça peut être la présence d'inclusion cytoplasmique ou nucléaire. Donc pendant les TP, vous allez infecter des cellules d'insectes avec du baculovirus ACNPV. Et la caractéristique des baculovirus, c'est de former ce qu'on appelle des corps d'occlusion intranucléaire dans des cellules infectées que l'on peut voir ici. Certains autres virus peuvent provoquer la lyse ou l'apoptose des cellules infectées et plusieurs virus enveloppés provoquent la formation de syncytia. Donc, les syncytia, c'est quoi? Ce sont des cellules géantes qui ont fusionné ensemble, c'est-à-dire que les membranes plasmiques se sont fusionnées, donc on a la formation de cellules géantes multinucléées. Et donc en clinique, pendant longtemps, la formation de syncytia dans des cultures cellulaires était la première étape dans la détection du virus de la rougeole ou du virus syncytia respiratoire dans des échantillons. Donc on a la formation de ces syncytia qui est un ECP caractéristique de certains virus. Oui. Le principe de l'inclusion. Une inclusion nucléaire, c'est quelque chose, ici, c'est ce truc-là. Là. On a les nucléoles que l'on peut voir dans tous les noyaux de la culture. Okay, ici et là, on a une sorte de petit point intranucléaire, donc ça c'est normal, c'est le nucléole. Mais ces gros trucs-là, intranucléaires ici, ça c'est une inclusion intranucléaire. C'est pas normal, on ne voit pas ça dans des cellules saines. D'accord. Donc une inclusion, c'est quelque chose de visible en microscopie optique, après coloration la plupart du temps, qui est un amas de protéines virales et d'acides nucléiques virales que l'on peut voir en microscopie optique. D'accord. Et en fait, ce sont des centres de production de nouvelles particules virales dans les cellules infectées. Ok. Donc, alors, bon, les inclusions peuvent être nucléaires ou cytoplasmiques selon le site de production des particules virales dans la cellule infectée. Alors, donc ça, c'est l'utilisation d'un ECP, un effet cytopathogène, pour détecter la présence d'un virus dans l'échantillon. On peut également utiliser les effets d'une infection virale sur les cellules pour mesurer le titre infectieux d'un échantillon de virus. Et la technique peut-être la plus simple à comprendre, c'est la détection et le dénombrement des plages de lyse sur une culture de cellules permissives.
Alors pour effectuer un titre en UFP, en unité formant plage, on prend notre échantillon, on va préparer une série de dilutions en cascade. On va inoculer un volume X sur des cellules que l'on va recouvrir par de l'agarose. Donc on va préparer une plaque avec une série de dilutions en cascade. On met ça en culture pendant un certain temps, plusieurs jours. Et ensuite, on va compter les plages de lyse. C'est quoi une plage de lyse? C'est-à-dire que quand on a beaucoup de virus inoculés dans le puits, toutes les cellules seront lysées et on aura notre puits qui devient totalement clair. Lorsqu'on a très très peu de virus, et le virus est tellement dilué qu'il n'y a plus aucune particule virale infectieuse dans inoculé sur le puits, on voit un tapis uniforme de cellules saines. Et lorsqu'on recouvre notre tapis cellulaire de l'agarose, cela va empêcher des particules virales qui sont libérées à partir d'une cellule infectée d'aller diffuser partout dans le puits. Donc on aura des infections qui restent localisées dans le puits et sur une zone localisée, les virus libérés vont lyser toutes les cellules qui sont autour. Et c'est ça qui va donner une plage de lyse visible à l'œil nu sur notre culture cellulaire. Et donc en dénombrant le nombre de plages de lyse que l'on a sur la boîte de pétri ou dans le puits, on peut compter combien on avait d'unités formant plage dans le puits. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 plages de lyse dans le puits qui était inoculé à une dilution de 10 puissance moins 5, ce qui veut dire que j'ai 6 fois 10 puissance 5 unités formant plage dans le 1 ml que j'avais inoculé sur des cellules. Donc on a un dénombrement direct du nombre de particules virales infectieuses que j'avais dans mon échantillon. Donc ça c'est très utile, mais évidemment ça marche que lorsque les virus sont lytiques, c'est-à-dire vont nous donner une plage de lyse. Une des utilités, c'est quantifier le titre infectieux d'un échantillon et aussi on peut purifier des virus par cette technique. Donc c'est un peu comme en bactériologie, quand on va étaler sur une geleuse, sur une boîte de pétri, on peut repiquer une colonie purifiée. Et là, on a une souche pure. En virologie, on peut faire la même chose. Si on repique une plage de lyse, là, on a une culture pure de virus. Donc une autre technique pour mesurer les titres infectieux d'un échantillon donné, d'un virus donné, c'est la technique de TCID 50, qui commence un peu pareil. Donc on va préparer une série de dilutions en cascade et on va inoculer chaque dilution sur des cellules permissives. Mais cette fois-ci, au lieu d'inoculer un seul puits, on va inoculer, par exemple ici, 6 puits à chaque dilution. On met notre plaque en culture et cette fois-ci, ce qu'on va dénombrer, ce n'est pas les plages de lyse, mais on va dénombrer le nombre de puits à chaque dilution qui montre un effet cytopathogène. Donc pareil, lorsqu'on dilue énormément, il n'y a plus aucune particule virale infectieuse à la dilution 10 puissance 9, ni à 10 puissance 8. Lorsque l'échantillon est très peu dilué, on a beaucoup de virus, et donc tous les puits vont montrer un ECP. Donc on passe, quand on dilue, de 100% des puits montrant un ECP à 0% des puits avec un ECP. Et ce que l'on veut déterminer, c'est la dilution qui va nous donner 50% des puits, donc ici 50% des puits avec un ECP. Donc on trace la courbe de pourcentage des puits avec un ECP en fonction de la dilution, du facteur de dilution, et on relie ici quand on a 3 fois 10 puissance 5, TCID 50, mais ça c'était présent dans 0,1 ml.
Donc notre titre infectieux dans l'échantillon était 3 fois 10 puissance 6 TCD50 par ml. Alors ici, ce qui est important, c'est de savoir, c'est de comprendre que là, ce qu'on compte, c'est pas le nombre de cellules infectées dans le puits ou le pourcentage de cellules dans le puits qui montre un ECP, c'est le pourcentage de puits avec un ECP. Donc ici, là, ce puits-là qui est donné positif, ça ne veut pas dire que j'ai 100% de cellules infectées dans le puits. Ça peut être juste un faible nombre. Mais quel que soit le nombre de cellules infectées dans le puits, si on voit que j'ai des cellules avec un ECP dans le puits, ce puits-là, il est positif. C'est comme ça qu'on effectue ce type de test. Donc ça c'est un autre moyen de déterminer le titre infectieux d'un échantillon donné. Donc ça va être important. Et globalement, si on fait la mesure sur la même lignée cellulaire, les valeurs de TCD50 et de PFU par ml vont être à peu près équivalentes. D'accord? Donc c'est deux façons de mesurer le titre infectieux d'un échantillon. Une fois que l'on a ça, on peut lancer des infections en culture cellulaire avec ce qu'on appelle une multiplicité d'infections, une MOI spécifique. Alors la MOI, c'est quoi? C'est simplement le rapport entre le nombre de particules virales infectieuses par cellule dans la culture que l'on veut infecter. Donc globalement, si j'ai 1 million de cellules dans le puits et j'en rajoute 10 millions de PFU, particules virales infectieuses, dans le puits, mon MOI, ça va être de 10. Si j'ai 1 million de cellules dans le puits, j'en rajoute 1 million de PFU, mon MOI égale 1. Alors, une chose qui est un petit peu un détail, mais néanmoins, enfin, c'est considéré comme important, c'est que lorsqu'on ajoute des particules virales infectieuses dans un puits de culture, il y a une interaction aléatoire entre les virus et les cellules. Donc, à un MOI de 1, ça ne veut pas dire que j'ai 100% des cellules infectées. Parce que juste aléatoirement, de temps en temps, j'aurai 2 particules virales infectieuses qui vont infecter la même cellule. Donc, j'aurai une proportion significative de cellules non infectées à un MOI égal de 1. Et globalement, si on veut qu'on ait au minimum 99% des cellules infectées, il faut utiliser un MOI supérieur à 5. Avec des MOI inférieurs à 1, ce phénomène de plusieurs particules virales qui infectent la même cellule, une seule cellule en même temps, devient négligeable. Donc, un MOI de 0,1, par exemple, on considère qu'on a infecté 10% des cellules. Un MOI égal de 0,01, on considère qu'on a infecté 1% des cellules dans la culture. Donc ça, c'est important parce que... ah oui, ok. Attends, alors, je vais faire ça. Donc, pourquoi c'est important? On fera l'exo après. Parce qu'en fonction de la manip que l'on veut faire, on va utiliser des MOI différentes. Si je veux amplifier mon stock de virus ou analyser la croissance virale sur plusieurs cycles de réplication, il faut utiliser un MOI faible. Donc avec 1% ou 0,1% des cellules infectées dans le puits initialement, et puis ensuite le virus va croître, va pousser. Donc ça, c'est important si, par exemple, je veux analyser l'effet d'un inhibiteur de réplication virale sur la croissance sur la réplication virale sur plusieurs cycles de réplication. Donc je vais lancer une infection à une faible MOI et je vais titrer la quantité de virus que j'observe à différents temps, soit avec le virus tout seul, soit avec le virus plus mon candidat pour un médicament antiviral. Par contre, les MOI fortes, supérieures à 1, ça c'est utile si je veux analyser spécifiquement ce qui se passe au cours d'un cycle de réplication. Parce que dans ce cas-là, ce que je veux faire, c'est que je veux infecter des cellules à une forte MOI à temps 0. J'enlève mon inoculum de virus au bout d'1 heure, par exemple, et ensuite je suis ce qui se passe dans les cellules infectées. Parce que dans ces conditions-là, je sais que toutes les cellules que j'ai dans le puits ont été infectées au même temps.
Et donc, je peux suivre précisément ce qui se passe à différents temps après l'infection. Dans ce type d'expérience, typiquement, on veut utiliser une MOI forte, 5, 10, quelque chose comme ça. Okay, donc ça, c'est la raison pour laquelle c'est important de connaître les titres infectieux du virus et la MOI qu'on utilise lors d'une manip. Ok, donc pour ce concept de MOI, vous allez tous lancer ça en TP. Et souvent, c'est quelque chose qui est relativement mal compris ou le calcul peut être mal fait. Donc, je vais vous proposer cette question-là une fois que j'arrive à lancer cette question. Ah, je vois les questions qui arrivent sur le chat. Ah. Ok. Ok, je peux commencer ça. Ok, ça c'est normalement c'est commencé ces questions-là. Ok, il y a 30 votes, 31 votes, on va regarder ça. Ok, je vais glisser ça. Ok, donc ça, ce sont les réponses que j'ai. Ok, donc vous voyez les réponses là? Oui. Ouais, j'essaie de montrer la question et les réponses en même temps, mais c'est un peu pénible. Ok. Ah. Pourquoi il me fait ça? Ok, donc ça, ce sont les réponses. Et plusieurs options choisies. Ok, la réponse majoritaire, c'est 1 fois 10 puissance 5. Ça, c'est la bonne réponse, c'est la réponse correcte. Parce qu'on a 1 million de cellules, 10 puissance 6. On veut une MOI de 0,1. Donc la MOI, c'est uniquement le ratio entre le nombre de particules virales infectieuses et le nombre de cellules. Donc MOI de 0,1, on multiplie le nombre de cellules par la MOI, c'est ça qui nous donne le nombre de TCD50 à rajouter. C'est tout simplement ça.
Donc c'est 1 fois 10 puissance 5 qui est la bonne réponse. Et là, je vois que la deuxième réponse, c'est 5 fois 10 puissance 5 ou 5 fois 10 puissance 4. Ce qui induit des gens en erreur très fréquemment, c'est cette histoire de volume et de concentration. Donc en fait, la MOI, c'est le ratio, le rapport entre le nombre de particules virales infectieuses et le nombre de cellules, quel que soit le volume de la culture, d'accord? Donc l'histoire de volume ici, ça ne rentre pas en jeu dans le calcul. D'accord? Donc ça va être, c'est vrai dans l'exemple ici et c'est vrai pour lorsque vous allez faire ça en TP. Okay, donc ça, c'est le premier exemple. Alors, deuxième exemple ici. Donc voilà, on a notre stock qui est titré à telle concentration. Combien de volume il faut rajouter de ce stock dans le puits pour effectuer, pour que l'infection soit correcte, à la bonne MOI. Alors là, mon problème, c'est que j'ai paumé ma fenêtre. Donc, il faut que je... Ok, c'est bon. Il faut que je relance cette question-là. Laissez-moi le temps de faire ça. Ok, c'est ça. Ouais, tout le monde sort sa calculette. Ok, deuxième question. Vous arrivez à envoyer des réponses? Ah non, mais attends, il me... Ok, là, ça doit être activé, là. Ouais, ok, ça commence à marcher. Ah merde, non, attends, j'ai pas envoyé. Ouais, ok, avec le code QR, ça risque de marcher plus facilement. Désolé pour ça. Je vais attendre 25 votes. 25, ok.
Donc 25 votes. J'ai ça. Ok, donc ça, ce sont les votes envoyés. Et, ok, donc 1 microlitre, ça, c'est pas la bonne réponse. Là, j'ai 10 microlitres qui est la réponse majoritaire. Est-ce que ça, c'est correct? Alors, donc, on a notre stock qui est à 5 fois 10 puissance 7 TCID 50 par ml. Donc, ce qui veut dire que j'ai 1000 fois moins de TCID 50 par microlitre, n'est-ce pas? Donc, je vais être à 5 fois 10 puissance 4 TCID 50 par microlitre. Et donc, si j'en rajoute 10 microlitres de ce stock-là, ça va faire 5 fois 10 puissance 5 TCID 50 que j'ai mis dans le puits. Tout le monde est OK pour ça? Mais on vient de voir qu'on ne veut pas 5 fois 10 puissance 5 TCID 50, on va en ajouter 1 fois 10 puissance 5 TCID 50 dans le puits. Donc le calcul à faire, c'était quel volume de ce stock contient 5 fois 10 puissance, non, 1 fois 10 puissance 5 TCID 50. Et du coup, la réponse est 2 microlitres. D'accord? C'est ça la bonne réponse. Parce que le volume de mon stock, qui contient 1 fois 10 puissance 5 TCID 50, est 2 microlitres. Tout le monde est OK avec ça? Donc c'est pour ça qu'il faut faire la première étape d'abord et ensuite la deuxième étape. D'accord? Donc on commence avec le nombre de cellules dans le puits, la MOI qui est souhaitée. À partir de ça, on calcule le nombre de TCID 50 qu'il faut ajouter dans le puits, ou dans le puits, ou dans la boîte de pétri, ou quelconque, quoi que ce soit. Et à partir de la concentration du stock, on calcule le volume qu'il faut ajouter. J'espère que ça va pour tout le monde. Donc ça, c'est exactement le calcul qu'il faudrait faire dans le TP. D'accord? Sauf que vous aurez 100 000 cellules dans le puits et pas 1 million, quoi. Donc c'est pour ça que j'essaie de le faire dans le cours, comme ça, tout le monde a vu, en tout cas, je l'espère. Oui. Ok, donc pour la première partie, ça va, on a vu le nombre de TCID 50 qu'il faut rejeter dans le puits. Jusque-là, ça va. Ok, donc on a vu, voilà, il faut rajouter 1 fois 10 puissance 5 TCID 50 dans le puits. On sait que notre stock, il est à 5 fois 10 puissance 7 TCID 50 par ml. Donc si je mets ça en nombre de TCID 50 par microlitre, microlitre ml, c'est un facteur de 1000, donc j'ai 1000 fois moins TCID 50 par microlitre. Donc 7 moins 3, ça fait 10 puissance 4. Donc j'ai 50 000 TCID 50 par microlitre. Et on a vu que j'ai besoin d'ajouter 100 000. Donc mon stock, il est à 50 000 par microlitre. Je veux en rajouter 100 000. C'est pour ça que c'est 2 microlitres. Parce que j'en ai 50 000 par microlitre. J'espère que ça aide. OK. On va continuer sur la quantification du virus. OK, donc ça, c'est comment calculer la MOI. Et comme on vient de voir, c'est utile pour différents types d'expériences. Alors, on va passer sur les techniques de détection et de quantification en immunochimie, c'est-à-dire que ce que l'on veut, c'est de détecter la présence des antigènes viraux avec des anticorps spécifiques. Et donc, un exemple classique, c'est une détection, une quantification par ELISA.
Et sur la phase solide, sur la plaque ELISA, on va immobiliser un premier anticorps. On met notre échantillon qui contient des antigènes viraux, des particules virales ou des particules virales lysées. Donc l'antigène viral va coller sur le premier anticorps de capture et on revient par un anticorps de détection qui va être biotinylé et puis on va révéler avec une streptavidine couplée à la peroxydase. Puis finalement, notre substrat chromogène va nous donner un signal que l'on peut quantifier. Donc ce type de technique va nous donner une quantification en nanogrammes ou picogrammes par ml d'une protéine virale donnée. Et donc ça, c'est utile si on veut produire le virus en culture, on veut savoir combien on a en quantité de protéines. Des fois, si on utilise des anticorps couplés avec avec des fluorophores, on peut confirmer un ECP que l'on a vu en culture et on peut identifier le virus qui en est responsable. Et de temps en temps, on peut aussi utiliser ça pour quantifier la charge virale dans un échantillon environnemental ou clinique. Et là, c'est un peu dépassé par la biologie moléculaire, il faut dire. Alors, une des choses que l'on peut reprocher à ces tests en immunochimie, c'est que cela ne va pas nous indiquer si notre virus est infectieux ou inactivé. Donc, si on veut lancer des infections en culture cellulaire, ce n'est pas la peine de faire un dosage ELISA et dire voilà, j'ai 500 nanogrammes par ml de protéines virales. Si je chauffe la solution du virus, j'inactive totalement mon virus. Bon, bah, j'aurai toujours 500 nanogrammes par ml, mais j'aurai un titre infectieux de 0, quoi. Donc, ça ne va pas être très utile pour ça. Ça, mais en termes techniques, souvent c'est un avantage parce que la première étape, lorsque je vais techniquer l'échantillon, ça peut être une lise par des détergents qui peuvent inactiver des virus enveloppés. Et du coup, le reste de la manip, je peux le faire sur la paillasse sans danger de m'infecter. Donc ça, c'est pour ça. Une autre application en immunochimie pour détecter les protéines virales, ce sont des tests rapides antigéniques que l'on voit apparaître maintenant pour la SARS-CoV-2, pour la COVID-19. Alors, on les appelle les lateral flow assays, parce que ce que l'on a ici, c'est qu'on a une combinaison d'anticorps de capture qui sont immobilisés sur notre barrette, un peu plus loin, et des anticorps qui ne sont pas immobilisés, mais qui sont couplés avec des nanoparticules, souvent en or. Donc, lorsqu'on dépose notre goutte d'échantillon, ce qu'on appelle l'analyte, donc le liquide ici qui contient des particules virales, va venir solubiliser ces anticorps. Lorsque l'antigène est présent, notre protéine virale par exemple, on aura la formation de complexes anticorps-antigènes qui sont en solution et la solution va commencer à monter sur la barrette par capillarité. Et lorsque ces complexes anticorps-antigènes arrivent à la ligne de détection, c'est-à-dire d'autres anticorps spécifiques de notre épitope sur notre protéine virale, cela va immobiliser et concentrer tous nos complexes anticorps-antigènes qui sont couplés avec des nanoparticules nord. Et puis ça, on peut le voir à l'œil nu. D'accord ? Donc, ça, c'est extrêmement utile parce qu'on n'a pas de réactif périssable sur ces tests en barrette là. Et on peut voir le résultat à l'œil nu avec une lecture immédiate. Donc ça, ce sont les tests de détection antigénique rapide. Donc on laisse la barrette on laisse l'analyte monter sur la barrette par capillarité pendant 10 ou 15 minutes et on lit les résultats. Donc ce type de tests, ils ont été développés d'abord pour la virologie clinique, pour le virus de la grippe. Donc par exemple, on va prendre un écouvillon nasopharyngéal, on met ça dans un tampon qui va liser des particules virales.
Ensuite, donc on a nos antigènes viraux, principalement l'antigène de nucléocapside, qui sont maintenant libérés dans la solution ici. Donc on enlève l'écouvillon, on met la barrette et on a les complexes anticorps-antigènes qui vont monter ici, puis en état positif, ça nous donne une ligne ici sur la ligne de test. Donc on a plusieurs kits de ce type-là. L'inconvénient, c'est leur faible sensibilité. Donc pour le virus de la grippe type A H1N1, on avait une sensibilité de 53%. La spécificité est bonne, donc quand il y a un résultat positif, oui c'est vrai, vous avez ce virus-là, mais la sensibilité est mauvaise, donc quand un résultat négatif, bah, ça n'a pas vraiment de valeur. Donc ça c'est quelque chose à tenir en compte pour les tests antigéniques pour le SARS-CoV-2. Donc on a plusieurs produits qui ont été mis au point et qui sont proposés de ce type-là, avec par exemple différentes fournisseurs ici. Et donc ça c'est une publication en préprint où les gens ont testé, ont comparé la sensibilité de ces différents kits. Et on voit la quantité en TCD50 par ml et en copie d'ARN génomique par ml. Donc on voit qu'on a un résultat positif avec par exemple 10 puissance 5 copies d'ARN viral, ça donne un test positif par ml, ou 100 à 200 ou des fois plus que 1000 TCD50 par ml. Donc si on a 10 TCD50 par ml, donc l'échantillon est néanmoins positif et contient du virus infectieux, bah, ça va être négatif sur le test antigénique rapide. Donc ce qui est vrai pour les tests antigéniques rapides pour le virus de la grippe, c'est aussi vrai pour les tests antigéniques rapides pour le SARS-CoV-2. La spécificité est bonne, mais la sensibilité est mauvaise et un résultat négatif n'a pas forcément de valeur. Un résultat positif, oui, c'est clair, vous êtes infecté, vous avez le virus présent. Alors, notre application de l'immunochimie en virologie, c'est les tests sérologiques. Cette fois-ci, ce que l'on veut détecter en rouge, ce n'est pas la présence des antigènes viraux, mais ce sont les anticorps développés contre le virus. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va immobiliser sur une plaque ELISA, ce sont des antigènes viraux. L'analyte, ça va être du sang, du plasma de la personne ou de l'animal à analyser. Donc les anticorps spécifiques vont se fixer sur l'antigène qui est immobilisé. L'anticorps de détection, ça va être un anticorps anti-IgG humain. Et ensuite, on a pareil un substrat chromogène qui va nous donner un signal. Donc ça, c'est tous les tests de dépistage pour savoir si vous êtes séropositif pour tel ou tel virus. Et ça, très utile pour les études épidémiologiques, mais cela ne corrèle pas forcément avec la présence du virus. Donc, si vous êtes séropositif pour le virus de l'hépatite B, ben, vous pouvez avoir un hépatite, en fait, ouais, dans le plupart, oui, ça veut dire que vous avez été infecté, mais vous avez éliminé le virus. Si vous êtes séropositif pour le virus de l'hépatite C, bah, soit vous avez été infecté et vous avez éliminé le virus, ou alors, ce qui est le cas le plus fréquent, vous avez une hépatite C chronique. Si vous êtes séropositif pour le VIH, bah, vous êtes infecté et le virus est encore là. Mais si vous êtes séropositif pour, je sais pas moi, le virus Ebola et le virus Ebola Zaïre et vous êtes encore en vie, c'est une infection par le passé. Le virus n'est plus présent. Alors, il existe aussi les tests sérologiques rapides pour différents virus et ça aussi, on propose de les utiliser pour dépister les gens qui ont déjà été infectés et qui ont éliminé le virus. Et pareil, un petit peu, le problème, c'est qu'on a une spécificité qui est bonne et une sensibilité qui est un peu moins bon qu'un test ELISA. Donc pareil, donc là c'est
une publication qui a analysé différents tests sérologiques rapides pour le SARS-CoV-2. Donc 1, 2, 3, 4, 9, ce sont les différentes trousses de différents kits de tests sérologiques rapides et comparé à un test ELISA. Donc ce qu'il faut savoir qu'un test ELISA, même avec un test ELISA, il y a des faux négatifs, c'est-à-dire les personnes qui ont été infectées par le SARS-CoV-2, mais qui en fait développent très peu d'anticorps. Donc un test sérologique n'est pas 100% fiable. Donc là, ce qu'on a vu, c'est qu'avec des tests sérologiques rapides, on a beaucoup plus de faux négatifs par rapport à un test ELISA. Donc la spécificité est très très bonne, 99%, plus de 95%, mais la sensibilité est relativement mauvaise. D'accord? Donc on a des faux négatifs avec ces tests sérologiques rapides également. Ok. Pour continuer avec les techniques de détection et quantification, on passe à la biologie moléculaire. Et la plupart du temps, j'ai une question là sur le chat. Pour les tests rapides, on a le même inconvénient que pour l'ELISA. Non, les tests sérologiques rapides sont moins sensibles qu'une ELISA classique. Je ne sais pas ce que c'est le même inconvénient qu'une ELISA. Et bon, l'inconvénient avec une ELISA, c'est que bon, si vous êtes trop tôt dans le processus d'infection, c'est avant la séroconversion, ce qui peut arriver aussi. Ah, par rapport au virus inactivé. Ah oui, ok, oui. Un test rapide ne veut pas dire si vous avez un virus infectieux ou pas présent dans l'échantillon. C'est vrai. On détecte la présence de protéines, mais on ne peut pas savoir si vraiment c'est infectieux ou pas. Ok, bon, pour la biologie moléculaire, pour en revenir là, okay, la technique la plus utilisée, c'est la PCR quantitative. Donc, on prend notre échantillon, on fait une extraction des acides nucléiques, et selon si on a un virus à ADN ou un virus à ARN, on va effectuer une PCR quantitative ou une RT-PCR quantitative. Donc ça peut être très utile pour détecter la présence des acides nucléiques viraux dans un échantillon donné. Donc déjà détection et la quantification, très important pour le suivi de la charge virale dans le cas des infections virales chroniques que l'on peut soigner avec des médicaments antiviraux. Donc ce qu'on veut savoir à ce moment-là, c'est que est-ce que notre traitement antiviral a fonctionné, auquel cas la charge virale doit devenir négative. Donc si vous êtes si vous avez une hépatite C chronique, vous allez être soigné et au bout de 3 mois de traitement, on va vous faire une quantification de votre charge virale plasmatique. Si le traitement a fonctionné, vous devez être indétectable dans le sang. Pareil pour le VIH. Donc QPCR, avantage de la technique, donc on n'a pas besoin de cultiver le virus, donc c'est relativement rapide. On a une quantification en copie de génome par ml qui est très très sensible. Donc on peut détecter jusqu'à 20 copies par ml de plasma, donc très très peu de virus. Alors un autre truc qui existe, ce sont les tests rapides de détection d'acides nucléiques viraux, et là on le voit aussi pour le SARS-CoV-2. Donc ça, ce sont des tests qui fonctionnent par amplification linéaire isothermique. Donc on a par exemple notre échantillon viral qui contient de l'acide nucléique génomique du virus. Dans ce cas-là, ce qu'on va utiliser de multiples amorces et une polymérase de Bacillus thermophilus, qui est une bactérie thermophile, mais pas une hyperthermophile, mais qui va être actif à 50-60 degrés.
Et la polymérase a la capacité de déplacer le brin complémentaire pour permettre des amorces de s'hybrider et d'amorcer une synthèse par la polymérase sans avoir besoin d'avoir des cycles euh, euh, de déshybridation et réhybridation comme ce qu'on fait dans une PCR. Donc on a une amplification en continu du produit sans avoir des cycles de température. Donc ici, ceux qui vont, enfin c'est un peu compliqué, je dois avouer que je ne suis pas un super pro pour ça, mais apparemment le point clé, c'est d'utiliser des amorces qui permettent de former ces produits avec une sorte de forme de halter, parce que les deux bouts, les extrémités des amorces vont s'hybrider entre elles. Et c'est ça qui permet de réamorcer une amplification de ces premières copies d'ADN formées dans la réaction. Donc, le truc important ici, c'est que on n'a pas besoin d'un thermocycleur et on forme une tonne de copies d'ADN des produits à partir d'un faible nombre de copies initiales. Alors, plusieurs produits ont été proposés pour détecter le SARS-CoV-2 dans un échantillon. Donc, la technique proposée par ici par une boîte de Montpellier. Donc, on prend la salive, on va d'abord incuber pour inactiver le virus et libérer l'ARN avec une première incubation à 65 degrés. Ensuite, on prend un peu de cet échantillon-là, on met dans le tube test qui a des amorces et la polymérase BST. On met ça 30 minutes à 65 et on peut détecter l'amplification, la production de copies d'ADN par l'ajout de molécules qui va, je pense que ça va être le cybergreen. Donc, lorsqu'on a la production d'ADN, notre cybergreen va s'associer avec cet ADN double brin et on aura un changement de couleur. Donc, à l'œil nu, on peut voir que oui, j'ai un échantillon positif ici. Et ils ont associé ça avec un petit app sur le téléphone. Donc, on pose le tube test sur cette plaquette en papier, on fait le code QR, et puis l'app va nous dire si oui ou non l'échantillon est positif. Donc ça, c'est très utile parce que bon, on peut les mettre dans un cabinet médical ou quelque chose comme ça, et on n'a pas besoin d'envoyer l'échantillon au laboratoire et on a un résultat. Alors, qu'est-ce qu'on a comme sensibilité? C'est un peu comme les tests rapides antigéniques. Donc, voilà, donc on a une sensibilité de 72% du test EasyCov ici, test LAMP rapide, quand on a une infection active avec une CT inférieure à 35 cycles, donc une charge virale relativement élevée. Si on a une charge virale faible dans l'échantillon, ben on n'a que 25% des échantillons qui sont positifs. Donc c'est un petit peu comme les tests rapides antigéniques. Quand on a une grande quantité de virus, bon, bah, ça peut être bon, mais lorsqu'on a une faible quantité de virus, bah, la sensibilité est très très mauvaise. Donc un peu comme les tests antigéniques, quand on a un résultat positif, la spécificité est bonne. Quand on a un résultat négatif, ce n'est pas vraiment une garantie qu'on n'est pas infecté. Ok, donc ça c'est un petit peu le résumé de différentes techniques de détection, quantification de virus. Je vais vous faire un petit exo sur ça parce que je viens de parler pendant assez longtemps. Donc dans l'exo ici, je vous invite à imaginer que vous avez un processus de production d'un vaccin inactivé. Donc dans le processus, on prend notre stock de virus, on va l'amplifier en culture. Ensuite, une fois que l'on a amplifié notre virus en culture, on va le purifier et l'inactiver chimiquement. Et ça, c'est notre produit que l'on va mettre dans des flacons et qu'on va proposer comme un vaccin.
Donc il y a des vaccins contre le SARS-CoV-2 qui sont produits de cette façon-là, donc les vaccins chinois, c'est comme ça. Et la société Valneva à Nantes est en train de, ouais, en essai clinique de son vaccin qui est produit un peu de cette façon-là. Alors évidemment, quand on a un vaccin, il faut assurer qu'on a des protéines virales qui sont présentes, qui vont induire la réponse immune, mais on ne doit pas avoir de particules virales infectieuses. D'accord? Donc le contrôle de qualité de notre vaccin, de notre préparation de vaccin vaccinal, très important. Donc qu'est-ce qu'il faut tester? Ah, j'ai deux questions là. Tout d'abord, quand on veut amplifier là, il faut utiliser quel MOI? Donc, je vais relancer les questions ici. Allez, j'ai ouvert ça. Et la deuxième question ici, c'est quels sont les tests à effectuer après l'étape d'inactivation, avant de commencer à injecter des gens? Ok, on a une vingtaine de votes pour ça, donc je vais passer ça vite fait. Donc ça, ce sont les votes. Et la bonne réponse ici, c'est 0,01. Ok, donc le mot-clé ou 0,1, ça va encore, mais 10, ce n'est pas la bonne réponse. Pourquoi? Parce que le mot-clé ici, c'est l'amplification de notre stock. Donc je pars d'une petite quantité de virus et je veux produire une énorme quantité de virus. Typiquement pour ça, on veut utiliser une faible MOI. D'accord? Donc ça, moi je dirais la réponse D, ça va être correct. Donc je vais lancer un bioréacteur avec 10 milliards de cellules et je vais mettre 100 millions de particules virales là-dedans. 100 millions de TCD50. Et ça va m'amplifier le stock du virus. Ok, donc pour la seconde question, quels sont les tests à effectuer pour garantir que mon vaccin peut être efficace et pas dangereux? Ok, j'ai 26 votes là. On va voir ce que ça donne. 27, 28.
Ok, je vous montre les résultats. Ah non, mais il me refait ça. Ok, donc ça, ce sont les résultats qui... C'est vos réponses là, d'accord? Alors, la réponse majoritaire, c'était le 3, TCD 50 et PFU par ml. Ça, c'est pas la bonne réponse. Parce que TCD 50 et PFU, ce sont deux mesures du titre infectieux. Donc, on fait deux manips là et on mesure la même chose deux fois. Pas la bonne réponse. Donc, ça, c'est une mesure du titre infectieux. Or, dans l'énoncé, on voit que un vaccin inactivé doit contenir des protéines virales, mais aucune particule virale infectieuse. Donc, il faut mesurer ces deux choses-là. On veut la présence de protéines virales, mais l'absence de virus infectieux. Donc, quelles sont les techniques qui mesurent protéines virales et titre infectieux? C'est l'ELISA et le TCD50. Donc, c'est la bonne réponse, c'est la réponse 2. Et on voudrait que l'ELISA soit positif, qui nous dit, voilà, j'ai tant de microgrammes par ml de protéines virales ou de nanogrammes par ml de protéines virales, et je veux que le TCD50 soit 0, indétectable. 0 TCD50 par ml. QPCR ELISA, ça c'est pas bon. TCD50 et QPCR, c'est pas bon. Parce que l'ARN ou l'ADN viral, ça peut être libéré à partir des cellules infectées et que en fait j'ai 0 antigène, 0 protéine virale. Ok, donc ça c'était ça pour la question là. Ok, donc juste pour terminer sur les techniques de détection quantification. Donc on a la culture, l'immunochimie et la biologie moléculaire. Donc pour la culture, la sensibilité n'est pas très bonne, des fois super négative. Il y a des virus qu'on n'arrive toujours pas à cultiver ou certainement pas en conditions standards de laboratoire. Très peu spécifique, plusieurs virus peuvent infecter la même lignée cellulaire et donner un ECP. C'est long, ça prend plusieurs jours avant d'avoir un résultat. Mais l'avantage, c'est que c'est le seul qui nous dit si on a du virus infectieux dans l'échantillon. Et les unités, c'est en UFP ou en TCD50 par ml. L'immunochimie, peu sensible lorsqu'il s'agit de détecter, de quantifier des antigènes viraux, mais très spécifique et très rapide. Donc ça, c'est le grand avantage, c'est la rapidité de ces techniques-là. Si on a une technique quantitative, par exemple une ELISA, l'unité mesurée, ça va être en picogrammes ou nanogrammes par ml de telle ou telle protéine virale. Biologie moléculaire très sensible, très spécifique, quand même pas mal de rapidité. Si vous faites un test Covid-19 en PCR, vous aurez le résultat le lendemain, donc une journée. Et si c'est quantitatif, l'unité sera rendue en nombre de copies d'ADN ou d'ARN génomique par ml. Des fois, on a GE par ml pour équivalent en génome par ml. Donc, mais quand il faut compter une journée, sauf pour les tests rapides d'amplification linéaire isothermique, les tests LAMP. Ok, donc la dernière chose que je vais faire pour ça, c'est la génétique inverse. Je pense que je vais peut-être juste faire ça et on arrêtera là. On va en paumer un cours en 2 journées. Donc, question sur le chat. Je vais juste répondre oui. PFU par ml et ELISA, ça serait aussi bien. Ok, dernière chose en technique. Cette fois-ci, c'est une technique de virologie expérimentale très très utile. C'est la génétique inverse. Et qu'est-ce que ça veut dire? La génétique classique, c'est que on va commencer avec un virus sauvage, on va générer un panel de mutants, et sur ces mutants, on va en récupérer un qui a un phénotype intéressant, et on va essayer d'identifier le gène muté.
Et pour faire un petit peu l'équivalent en microbiologie, bactériologie, c'est ce qu'on fait si on utilise des transposants pour générer un panel de mutants et on va cribler leur phénotype et ensuite on va identifier le gène qui est muté. Donc ça, il y a pas mal de trucs en biologie classique qui ont été faits comme ça. Mais maintenant, de plus en plus, on utilise la génétique inverse, c'est-à-dire on commence avec le génome du virus parce qu'on peut connaître très très rapidement la séquence génomique du virus. Et ce que l'on veut faire, c'est on va générer un panel de mutants de notre génome en choisissant quel gène on va muter et au sein du gène, quel codon on va muter pour ensuite analyser les phénotypes du mutant que l'on a choisi. Donc ça, c'est la génétique inverse. On commence par le génome et on va vers le phénotype, et pas l'inverse. Et pour que ça marche, il faut être capable de passer d'une séquence du génome en ADN ou en ARN et de générer un virus infectieux à partir d'une séquence d'ADN ou d'ARN. Donc ce qui marche pour les virus à ADN ou des rétrovirus, donc le génome est en ADN, donc on peut cloner tout le génome du virus dans un plasmide ou pour des génomes qui vont jusqu'à 10-12 kilobytes de longueur, ou dans un autre format, un BACMID pour des génomes qui sont plus grands. Dans la bactérie, transformée avec le plasmide ou le BACMID, on peut modifier les séquences à souhait, on fait ce qu'on veut. Ensuite, on peut récupérer cet ADN avec le génome viral modifié. On purifie cet ADN, on va le transfecter dans les cellules et du coup, le génome viral en ADN introduit dans le noyau va produire de nouvelles particules virales infectieuses. Et on récupère ça, on va analyser leur phénotype. Pour les virus ARN, plus, on fait à peu près la même chose. Donc on clone le génome dans un plasmide, on introduit les mutants que l'on souhaite analyser. Cette fois-ci, ce qu'on peut faire la plupart du temps, c'est on va récupérer l'ARN viral par une transcription in vitro, et on va transfecter ça dans les cellules. Encore une fois, donc on introduit le génome viral muté dans les cellules. Ces cellules-là vont commencer à produire du virus muté, et c'est ça que l'on peut analyser. Donc c'est une technique très très puissante pour analyser l'effet phénotypique d'une mutation donnée, quoi. Donc là, on est un petit peu confronté à ce type de problématique avec la variante anglaise du SARS-CoV-2, qui est connue sous le nom de B.1.1.7 ou le VOC, Variant of Concern, 2020-12-01, donc identifié en décembre de l'année 2020. Donc, comme vous le savez, si vous écoutez un petit peu la radio, cette variante est très préoccupante parce qu'elle est associée à une infectivité accrue du virus, une meilleure pour le virus, en tout cas, une meilleure transmission d'une personne à l'autre. Et donc ça pose un problème pour tous les efforts pour limiter la COVID-19. Et on pense que ce sont des mutations dans la protéine de spicule, la protéine S, qui rend le virus plus infectieux. Or, quand on regarde, on a 3 sites qui sont mutés dans cette variante. On a une délétion de 2 acétylénés, on a une mutation ponctuelle à c'est l'asparagine 501 qui devient tyrosine et la proline 618 qui devient histidine. Et la question pour vous, c'est comment on peut faire pour déterminer laquelle de ces mutations est responsable, responsable du phénotype. Réponse sur le chat ou oralement, comment il faudrait faire? Oui, c'est ça. Donc on commence avec le wild type et on va faire chacune de ces mutants ensemble
ou éventuellement les différentes combinaisons, ce n'est pas un énorme travail. Donc il faut générer les virus avec chacun de ces mutants ensemble ou des différentes combinaisons, et ensuite, voilà, il faut les tester en culture cell. Donc ça, c'est typiquement en application de la génétique inverse. Donc j'ai pas encore vu les résultats publiés dans ce sens-là, mais ça va pas tarder, hein. Honnêtement, je suis sûr que c'est le truc, tout le monde va penser à faire ça. Ok, 12h07. Donc ça, c'est un peu la fin de notre premier cours. Ouais. Ah, c'est un peu pour ça que j'ai donné cette diapo-là. La génétique classique, on commence avec des gens qui ont un phénotype particulier. Par exemple, vous souffrez de la mucoviscidose. Ça, c'est le phénotype intéressant. Et on essaie de trouver le gène qui est la mutation qui est responsable du phénotype. Or, ici, on commence avec le génotype et on veut comprendre le phénotype. C'est pour ça que c'est inverse. OK. Ça va comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on a à peu près 10 minutes. Je pense que je vais démarrer sur le CM2 parce que c'est encore un truc un peu technique qui démarre le CM2. Ça va pour ça? Je vais démarrer, je vais faire 10 minutes ou... Ouais, ok, moi je sens que vous êtes tous d'accord avec cette idée-là. Ok. Ok, donc juste pour commencer le CM2 qui va être focalisé sur les premières étapes dans le cycle de réplication virale, c'est-à-dire l'attachement et l'entrée du virus aux cellules susceptibles. Et juste pour une petite introduction, donc l'attachement du virus sur la cellule cible est médié par une interaction entre la protéine ou la glycoprotéine d'attachement du virus et le récepteur qui est exprimé sur la cellule hôte. Donc cette interaction est souvent de faible affinité, mais de forte avidité parce qu'on a plusieurs ou plusieurs dizaines de copies de la même protéine d'attachement sur la particule virale. Donc, on a plusieurs interactions moléculaires en même temps. Donc, ça va donner quelque chose d'une forte avidité en termes biochimiques. Alors, pour différents virus, on a identifié les protéines ou glycoprotéines d'attachement et les récepteurs. Donc, pour les virus enveloppés, ce sont les glycoprotéines d'enveloppe qui sont responsables de l'attachement spécifique du virus sur les cellules hôtes. Pour des virus nus, ça va être soit une protéine de capside ou alors une association des différentes protéines de capside qui s'associent, qui forment un site de fixation qui est spécifique pour un récepteur donné. Et souvent, le type de récepteur va déterminer le tropisme du virus. C'est-à-dire que le VIH, c'est le GP120 qui va se fixer sur le CD4 et c'est pour ça que ce virus-là infecte et détruit les lymphocytes TCD4+, et les cellules dendritiques qui expriment le récepteur CD4. Pareil pour le virus Epstein-Barr. Le récepteur, c'est le CD21 qui est exprimé spécifiquement sur les lymphocytes B. C'est pour cette raison-là que ce virus infecte les lymphocytes B. Donc pareil pour le virus poliomyélitique. Le récepteur, c'est le PVR, le Poliovirus Receptor. Bon, il manquait d'inspiration pour trouver le nom, qui est exprimé par des entérocytes et chez les neurones. Cette expression de récepteur par les neurones explique le neurotropisme du virus, ce qui n'est pas le cas pour d'autres entérovirus, justement. Okay. Donc souvent, cette interaction protéine d'attachement au récepteur explique le tropisme du virus, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Pour le virus de la grippe, le récepteur, c'est l'acide sialique qui est exprimé à peu près sur n'importe quelle cellule, mais c'est plutôt
la libération d'une particule virale infectieuse ou pas, qui explique le tropisme du virus pour l'épithélium respiratoire. Pour les adénovirus, enfin, le récepteur peut avoir une expression très très répandue, mais c'est plutôt le co-récepteur qui va déterminer dans quelle cellule le virus peut instaurer une infection. Alors, une des questions, c'est, bon, bah, on présente ça comme une liste, tel virus utilise tel récepteur. Comment on fait pour identifier les récepteurs d'un virus? Donc, on a différentes approches. Bon, on a l'approche biochimique. Donc déjà, on voudrait peut-être savoir, est-ce qu'il s'agit d'une protéine ou d'une structure glycanique? Donc, on peut traiter des cellules susceptibles par des protéases ou de la glycosidase. Donc, ça va nous dire, voilà, mon récepteur, c'est une protéine ou pas. Et on a utilisé cette approche-là pour trouver que en fait, le virus de la grippe, son récepteur, c'est l'acide sialique ou les structures glycosylées qui comprennent une acide sialique. Donc, utile pour certains virus. Une fois qu'on a déterminé que notre récepteur est une protéine, par exemple, il faut faire autre chose. Quelle protéine spécifiquement est le récepteur de notre virus? Si on a de la chance, on peut isoler un anticorps monoclonal qui est spécifique du récepteur, c'est-à-dire qu'il est capable de bloquer l'entrée ou l'attachement du virus, mais qui n'est pas spécifique d'une protéine virale, il se fixe sur le récepteur de la cellule hôte. Et ensuite, bon, on peut essayer de utiliser une approche de clonage moléculaire pour identifier la protéine qui est fixée par cet anticorps-là. Donc il y a, je pense que c'est ça, le récepteur, voilà, de l'alpha 2 bêta 1 intégrine a été identifié comme le récepteur de l'écovirus par cette approche-là. Alors, mais ce qui est utilisé de plus en plus, c'est l'approche par biologie moléculaire. Et donc pour cela, il faut identifier une lignée cellulaire qui est permissive, mais non susceptible au virus. Alors, ces mots-là ont un sens très très spécifique en virologie. Une lignée cellulaire permissive est capable de supporter la réplication virale si le virus rentre. Mais une lignée cellulaire susceptible est capable de permettre l'attachement et l'entrée du virus. Et pour que la réplication virale réussisse, une lignée cellulaire doit être susceptible et permissive à la fois. Donc, si notre lignée cellulaire est permissive, mais non susceptible, bah, ça veut dire qu'il manque l'élément nécessaire pour l'attachement et l'entrée du virus. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut récupérer une banque d'ADN-C à partir d'une lignée qui, elle, est susceptible. On transfecte notre lignée cellulaire non susceptible avec cette banque d'ADN, puis on peut essayer d'isoler le gène qui code pour le récepteur. Et cette approche-là est utilisée pour, un des premiers exemples, c'était pour identifier les récepteurs du virus de la poliomyélite. C'est aussi une approche qui est utilisée de plus en plus parce que ouais, on a des approches moléculaires qui sont plus puissantes maintenant. Alors, comment savoir si une lignée cellulaire est permissive si elle est non susceptible? Si elle est non susceptible, ça veut dire que le virus ne peut pas s'y attacher et faire entrer dans la lignée. Donc, comment on peut savoir? Dernière question, et puis j'arrête là. Ouais, voilà, c'est ça. Bonne question là. Ça, c'est Léa sur le chat qui a trouvé la même question. Comment on peut savoir? Parce que c'est pas évident ça. Et il y a un indice dans ce qu'on a fait, ce qu'on vient de voir pour le génétique inverse. Si vous regardez un peu les diapos génétique inverse.
Non, on ne fait pas des mutations de gènes, mais qu'est-ce qu'il a? Ouais, voilà, sur le chat là, ça c'est la bonne réponse. Donc on peut faire rentrer l'acide nucléique viral dans la cellule par transfection. Dans ce cas-là, on s'en fiche si on a des récepteurs présents ou pas à la surface de la cellule, parce qu'on fait rentrer l'acide nucléique génomique par voie chimique. Si notre lignée cellulaire est permissive, une fois que l'ADN ou l'ARN génomique viral rentre dans la cellule, ça doit permettre à la cellule d'être infectée. Donc on fait ça et on voit si on a une accumulation de copies d'ADN ou d'ARN viral dans la culture cellulaire transfectée. Et donc, si ça c'est le cas, on voit que notre lignée cellulaire est permissive. D'accord? Est-ce que ça c'est OK pour tout le monde ou en tout cas un peu moins obscur? Bon, j'espère que oui. OK, donc on a vu que ouais, on est à 12h20, donc je propose de m'arrêter là. Je pense que les cours, ils prennent plus de temps que d'habitude parce que c'est le distanciel et un peu plus euh, de manipulation technique pour poser des questions et tout ça, donc ça prend un peu plus de temps. Ne vous inquiétez pas, enfin, soit je change un petit peu le programme à la fin ou alors on trouvera un autre créneau pour permettre de traiter tout le sujet, mais on verra ça un peu plus loin dans le semestre, d'accord? Comment on va terminer les cours. Ok, donc je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve à 8h vendredi matin. Ok?